Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir convié. Je suis un petit peu intimidé de succéder à cette table ronde fort intéressante. Et je ne sais pas si je vais pouvoir ajouter grand-chose à ce qui a été dit. Mes propos vont se situer, et c'est assez logique, puisque je suis avocat à la Cour de cassation, dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Ce qui remonte des juges du fond arrive à la Cour de cassation un jour ou l'autre. Et donc, je serai dans la parfaite continuité de ce qui vient d'être dit. Alors, pour préparer un petit peu ces quelques libres propos avec vous, dans le TGV qui me venait de Paris jusqu'à Grenoble, j'ai relu 2 ans de jurisprudence de la Cour de cassation, de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ce qui m'a beaucoup intéressé. En 3 heures, c'était parfait. Et alors, la Cour de cassation et les métamorphoses de la relation de travail, d'abord. Alors aujourd'hui, qu'ai-je à vous dire sur ce sujet ? Il me semble qu'aujourd'hui, alors effectivement, la question de la distinction entre l'auto-entrepreneuriat d'une part et le salariat d'autre part est toujours une question d'actualité. Mais pour la Cour de cassation, il me semble que du point de vue de son rôle, cette question est derrière elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a rendu, comme vous le savez, des arrêts sur les plateformes dans lesquels elle a fixé son contrôle. Elle a fait application de son triptyque classique, pouvoir de contrôler, de donner des directives et de sanctionner. Voilà, donc ce sont les arrêts Take It Easy que vous connaissez bien, les arrêts Deliveroo et autres encore, et avec un arrêt récent, donc que j'ai justement relu dans le train en venant vous voir, un arrêt Le Cab dans lequel la Cour de cassation censure une cour d'appel qui avait retenu l'existence d'un contrat de travail dans cette affaire. Alors, comment se situe la Cour de cassation par rapport à l'analyse de l'existence ou non d'un lien de subordination ? Je pense que c'est là où peut se nicher déjà une part de la subtilité, de la difficulté qu'on peut avoir à concilier certains arrêts. Je dirais, en termes pudiques, qu'elle exerce un contrôle assez relâché sur l'existence du lien de subordination et que la cassation qui a été prononcée dans cet arrêt, donc c'est un arrêt en date du 13 avril 2022, elle a été prononcée pour défaut de base légale, faute pour la Cour d'appel d'avoir suffisamment caractérisé les éléments nécessaires à établir le lien de subordination. La Cour de cassation ne va pas substituer, comme vous le savez, elle est juge du droit et non du fait, elle ne va pas substituer son appréciation à celle des juges du fond, elle va exercer ce contrôle assez fin, qui est celui du défaut de base légale. La Cour d'appel doit mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de juge du droit et donc lui donner tous les éléments de fait, de nature, à ce qu'elle exerce le contrôle qui lui est dévolu par la loi. Ce qui veut dire que ce qui a été jugé pour les plateformes avec force publicité, bien sûr, on va avoir au cas par cas, et d'ailleurs au cabinet, j'ai un certain nombre de cas de requalification. Souvent, la question se pose d'ailleurs de manière assez classique au niveau de la compétence du Conseil de prud'homme. Nous sommes saisis d'un pourvoi, alors à l'époque statuant sur contredit de compétence, aujourd'hui sur appel formé simplement contre la compétence, c'est souvent le point d'entrée dans le dossier et un point déterminant pour mes confrères avocats à la Cour. C'est là où il faut gagner, ou là où tout se perd, avec le renvoi devant le tribunal de commerce, que semble-t-il on saisit rarement une fois que la relation a été qualifiée ne relevant pas du contrat de travail. Alors, voilà, je constate du point de vue sur cette question-là une relative stabilité de la jurisprudence de la Cour de cassation. Je ne crois pas qu'il y ait de perspective d'évolution majeure à en attendre. Sur la figure de l'employeur, ça, il en a été question aussi au cours de la table ronde. Alors, on a eu, bien sûr, on a connu ces 5 dernières années, et même plus, le grand débat sur la question du co-emploi. Il me semble humblement, je ne m'exprime pas au nom de la Cour de cassation, puisque je suis avocat, donc je ne suis pas habilité à porter la parole de la Cour de cassation, mais il me semble que le débat sur le co-emploi est désormais fermé au profit de la responsabilité extra-contractuelle. Alors,
c'est là où un certain nombre de potentialités, je me suis dit que c'était l'un des sujets sur lesquels je pouvais être un peu plus attentif en lisant les arrêts de la Chambre sociale, en venant vous voir. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'arrêts dans lesquels la Cour de cassation avait retenu l'existence d'une faute de la société qui s'était immiscée dans les affaires de l'employeur, mais que se pose, alors j'ai été frappé qu'à la table ronde précédente, le terme préjudice ait été autant cité. Et pour le cassationniste que je suis, le terme préjudice agit en règle générale comme un chiffon rouge, puisque le préjudice est normalement le terrain d'élection du pouvoir souverain des juges du fond. Mais en regardant d'un peu plus près la jurisprudence de la Cour de cassation, et en particulier de la Chambre sociale, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi nettes, et j'y reviendrai dans un instant, mais quoi qu'il en soit, sur cette question de la responsabilité extra-contractuelle de la maison mère qui s'immisce fautivement dans l'activité de l'employeur, il me semble là aussi que les perspectives ont été un peu fermées aux avocats de salariés, dans la mesure où la Cour de cassation a estimé que le préjudice dont il pouvait demander réparation, à supposer même qu'il y ait faute, donc à supposer même qu'on ait passé déjà ce premier obstacle, ce préjudice ne pouvait pas être celui né de la perte d'emploi, ce qui limite quand même fortement l'intérêt d'aller attraire une société mère, quelquefois étrangère, en responsabilité extra-contractuelle. Hein. En plus, il y aura le problème de compétences territoriales. Donc il me semble que sur la relation de travail et la Cour de cassation, voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire que cela. Les choses sont un petit peu stabilisées. Effectivement, la Cour de cassation connaît des questions d'actualité avec un petit peu de retard, puisqu'il faut le temps que les affaires soient passées au tamis du CPH, en référé ou au principal. Mais j'ai cru comprendre que les délais d'audiencement en référé étaient aussi un petit peu longs. On passe par la Cour d'appel. Donc la problématique du télétravail post-Covid, je viendrai vous en reparler dans 2 ans, lorsque la Cour de cassation a été saisie des pourvois sur la question. Alors, si je mets de côté un petit peu ces questions classiques, si je devais dire quelques mots des grandes directions, des grands axes suivis par, me semble-t-il, par la Chambre sociale de la Cour de cassation, il y a 2 mouvements, me semble-t-il, perceptibles dans les 2 dernières années, 5 à 2 dernières années. Il y a un premier mouvement qui est un mouvement de rationalisation de l'action devant le Conseil de prud'homme. La Cour de cassation, alors effectivement, la procédure prud'homale a connu plusieurs métamorphoses, hein, pas la relation de travail, mais la procédure prud'homale, le passage de la procédure orale à la procédure écrite, l'abandon du principe d'unicité de l'instance, et la réduction des délais de prescription, et la Cour de cassation a pris tout son rôle dans l'énoncé des règles et des solutions sur ces questions-là. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je reviendrai. Et le second point, qui, à mon avis, pour les praticiens, pour la doctrine, est plus porteur de perspective, c'est ce que j'appellerais la fondamentalisation, c'est-à-dire l'appétit que montre la Chambre sociale de la Cour de cassation pour les droits fondamentaux. Alors ça passe aussi par une internationalisation des normes, il en a été question il y a un instant au cours de cette très intéressante table ronde. Les deux sont corrélés, pas nécessairement identiques, mais il y a ce mouvement-là et qu'il faut que nous, praticiens, théoriciens, il faut que nous en saisissions, puisque visiblement la Chambre sociale est désireuse que nous portions le faire sur ce sujet-là. Alors quelques mots, je ne veux pas être sur la rationalisation de l'action. Je crois que, en faisant le panorama d'une année de jurisprudence, 2021-2022, disons, je crois qu'on peut dire que c'est le temps, pour la Cour de cassation, le temps de la prescription, puisqu'elle a fait 2 choses. Elle a d'abord exercé pleinement son contrôle de qualification juridique. Et ça, on peut lui en savoir gré, puisqu'il lui a fallu, saisi au fur et à mesure des actions, classer au sein de telle ou telle catégorie, pour les besoins
de la détermination de la durée de la prescription? S'agit-il d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail? S'agit-il d'une action portant sur du salaire? Ou s'agit-il d'une action portant sur la rupture? Les 3 délais de prescription étant, comme vous le savez, différents. Alors elle a jugé notamment, et c'est assez... ce n'était pas une réponse évidente, j'ai noté le 30 juin 2021 qu'une action en paiement de rappel de salaire fondée sur l'invalidation d'une convention de forfait, ça relevait d'une action en rappel de salaire, et donc que ça se prescrivait par 3 ans. Elle a arrangé comme cela un certain nombre d'actions dont on aurait pu penser qu'elles pouvaient relever de la prescription biennale. Elle les a rangées dans la prescription triennale, comme vous le savez. L'action en requalification d'un contrat temps partiel, temps complet. Et sur la classification professionnelle également, elle a considéré que c'était pas de l'exécution du contrat de travail, mais du salaire. Avec une question intéressante aussi, le président Blanc a évoqué tout à l'heure le principe d'égalité avec les positions un petit peu variables je dis variables pudiquement, d'autant plus que j'ai occupé dans certains dossiers, ce qui m'oblige à un devoir de réserve encore plus grand, de la Cour de cassation. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a jugé que l'action en réparation pour atteinte au principe d'égalité de traitement, débouchant sur des rappels de salaire, c'est de la triennale. Au moins, c'est la seule chose dont on s'assure aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il va en être du principe d'égalité de traitement à titre substantiel, mais en tout cas, procéduralement, les choses sont claires. Voilà, alors pour la prescription, elle a, donc je l'ai dit, exercé son contrôle de qualification juridique en classant les différentes actions. Et puis, elle s'est faite aussi, de façon assez classique, interprète de la loi sur la question des points de départ. Ce qui l'a beaucoup occupé au cours de séances. Quand vous voyez que plusieurs arrêts sont rendus sur la prescription le même jour, c'est qu'en règle générale, la Chambre sociale a fait une audience thématique, a organisé une audience thématique sur le sujet, puisque, petit aparté, la Chambre sociale, comme les autres chambres de la Cour de cassation, dispose de plusieurs formations de jugement en son sein, qui peuvent aller de formations restreintes à 3 juges, qui jugent à la fois des affaires qui sont appelées à déboucher sur des rejets non spécialement motivés, formation à 3 juges qui jugent également des affaires qui sont appelées à déboucher sur des rejets évidents ou des cassations évidentes. Et à côté de ça, on a les formations dites de section, qui sont les formations où on réunit plus de magistrats, parce que les questions sont plus délicates, et plus rarement, des questions sont portées en formation plénière de chambre. Ça avait été le cas pour le principe d'égalité notamment, alors, pour intégrer le corpus de droit de l'Union européenne que la Chambre sociale avait redécouvert. Donc, quand vous voyez plusieurs arrêts le même jour, portant sur le même sujet et avec des arrêts publiés au bulletin, vous pouvez vous dire qu'il y a eu une audience de formation de section consacrée à la prescription. Donc, je ne vais pas faire le panorama de ces jurisprudences, mais effectivement, les arrêts du 30 juin 2021 sur la requalification, l'action en requalification qui part à compter du terme du dernier contrat, l'arrêt du 5 mai 2021 sur la violation du délai de carence, etc. Elle a aussi, la Chambre sociale a statué sur, et il en était question ce matin, le professeur Adam a évoqué le préjudice d'anxiété, un arrêt intéressant du 15 décembre 2021 sur le point de départ du préjudice d'anxiété, ce préjudice d'une consistance particulière. La Chambre sociale nous explique que la prescription de l'action en responsabilité sur la base de ce préjudice court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante, et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle l'exposition a pris fin. Donc on n'a nul doute que sur ces questions-là, en tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers de ces contentieux amiante, il va y avoir un contentieux factuel assez nourri sur la question de savoir quand un salarié se sent suffisamment exposé à ce risque élevé.
Toujours dans cette idée de rationalisation de l'action devant le CPH et devant la Cour d'appel statuant en matière sociale, la Cour de cassation la Chambre sociale a souhaité prendre sa part à la détermination de ce que peuvent être les demandes nouvelles en appel, puisque avec la fin du principe d'unicité de l'instance, la prohibition des demandes nouvelles a retrouvé son empire, le droit commun. La Chambre sociale a alors, la Chambre à la Cour de cassation qui est en charge de la procédure, c'est la deuxième chambre civile. Il a été question tout à l'heure de ces arrêts sur la déclaration d'appel en annexe. Ça, c'est la deuxième chambre civile qui a rendu ces décisions, alors que chez les praticiens, on considérera comme regrettable, chez certains magistrats comme salutaire, puisque ça permet de rendre plus de décisions. Quoi qu'il en soit, c'est la deuxième chambre civile qui a rendu ces décisions, avec, j'en profite pour faire là encore ce petit aparté, un avis contentieux de la deuxième chambre civile qui a quand même jugé, à l'inverse de ce qu'avait jugé la deuxième chambre civile jusqu'alors, que la réforme, l'arrêté du garde des Sceaux permettant aux avocats à la Cour de mettre les chefs de dispositif du jugement en annexe, cette réforme était d'application immédiate et donc s'appliquait y compris aux appels d'ores et déjà diligentés avant leur entrée en vigueur, ce qui permet de limiter la sinistralité et ce dont nos assureurs respectifs sauront se réjouir. Donc sur les demandes nouvelles, la Cour de cassation, après la Chambre sociale, a rendu deux décisions notables. L'une du 25 mai 2022, dans laquelle elle a indiqué qu'il ne fallait pas oublier, lorsqu'on agissait devant le Conseil de prud'homme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de faire la demande de rappel de salaire qu'on était en mesure de faire, puisque cette demande ne s'inscrit pas comme un accessoire de la demande introduite en première instance, donc on est irrecevable à la former pour la première fois en cause d'appel. Et une décision, alors un petit peu que la Cour de cassation a publiée au bulletin, mais qui me paraissait assez attendue, sur le fait que lorsque, et on a parlé tout à l'heure de la multiplication des fondements, de la subsidiarité entre les fondements, on demande le licenciement nul, et en tout état de cause, le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation, la Chambre sociale, a jugé qu'on pouvait, alors qu'on a demandé on a invoqué un licenciement sans cause réelle et sérieuse en première instance, invoquer un licenciement nul en appel, bien qu'effectivement le licenciement nul puisse déboucher sur la réintégration. Elle a considéré, à mon avis de manière assez justifiée, que ces demandes tendaient aux mêmes fins au sens des articles 566 et suivants du Code de procédure civile. Alors, il a été question de médiation aussi, donc la Cour de cassation a donné toute sa force à la médiation et à la conciliation placée sous l'égide du Conseil de prud'homme, puisque elle a jugé, comme vous le savez, le 14 juin dernier, qu'une clause de médiation préalable obligatoire inscrite dans le contrat ne faisait pas obstacle à ce qu'on saisisse directement le Conseil de prud'homme, compte tenu de la fonction de conciliation qu'est la sienne. Voilà pour un état sur la rationalisation de l'action qui est à l'œuvre devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. Alors, second thème, peut-être plus porteur de perspective et dont on sent qu'il passionne la Chambre sociale, c'est l'attrait pour la norme internationale et l'attrait pour les droits fondamentaux. Alors, on le sent, cet attrait, il est perceptible d'abord dans les méthodes de décision de la Cour de cassation, puisque est à l'œuvre à la Cour de cassation un changement de méthode où de plus en plus on tend à différencier les circuits de jugement. J'y ai fait allusion il y a un instant, il y a des circuits qui sont appelés à être jugés vite parce qu'on considère qu'il n'y a pas de difficulté majeure, que ça soit au rejet ou à la cassation. Le dossier est classique, on met en œuvre le contrôle disciplinaire de la Cour de cassation,
Le juge d'appel, même s'il est excellent, n'a pas répondu à toutes les conclusions d'appel. Alors on invoque une méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile. Ce sont les affaires, je dirais, classiques, 80% des dossiers. Et puis, il y a les affaires un peu plus emblématiques que la Chambre sociale identifie comme telles. Elle les repère. Elle compte sur les avocats de la Cour de cassation pour les repérer. Il nous est demandé désormais, non pas que ce soit requis à peine d'irrecevabilité, mais pour aider la Cour, hein, puisque nous sommes des auxiliaires du service public de la justice, des collaborateurs même du service public de la justice, de faire une présentation de nos mémoires en indiquant si la question posée est une question de principe, si elle est nouvelle, de résumer en quelques mots le thème du mémoire, le thème de nos moyens, ce qui, semble-t-il, est d'une grande aide aux magistrats, notamment dans cette opération de repérage qui devient déterminante pour la Cour de cassation, qui veut donner à voir sa jurisprudence, celle dont elle est fière. Et donc, ce qu'on nous demande, ce prérequis, trouve son écho dans la communication de la Cour de cassation, puisque vous avez dû voir qu'elle s'était dotée d'un nouveau site internet, très complet, mais dont la complétude d'ailleurs ne rend pas la consultation des plus aisés, si on peut dire des choses comme ça, parce que je suis tenu au devoir de réserve. Donc la communication de la Cour de cassation a évolué, ça passe par de plus en plus de communiqués explicatifs de l'arrêt. On l'a vu pour le principe d'égalité, c'était ce que la Cour de cassation n'a pas réussi à écrire dans son arrêt, elle a voulu l'écrire dans son communiqué. Ça passe par les lettres des chambres qui paraissent régulièrement, ça passe sur le site internet par la présentation par le président de la chambre ou par le doyen d'un certain nombre d'arrêts topiques. Et on constate que souvent ce sont des questions de droit de l'Union européenne ou de droits fondamentaux qui sont mis en avant. Donc je pense que pour ceux qui visent un bel arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il faut du droit de l'Union européenne ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou plus généralement des droits fondamentaux. Ce mouvement, il en a été question, d'un point de vue substantiel, sous l'influence du doyen Huglot, avec le parcours juridictionnel qu'on lui connaît, d'ancien conseiller à la Cour de justice, met en œuvre donc l'interprétation conforme du droit national au droit de l'Union européenne, avec cette distinction assez subtile entre les normes qui sont d'effet direct, et si elles sont d'effet direct, ça donne la potentialité d'évincer la norme nationale contraire à la norme internationale. Hein. C'est toute la question qui s'est posée au moment du barème. Les normes sont-elles d'effet direct? Peut-on évincer le barème Macron? La Cour de cassation n'est pas allée jusque-là. Elle pratique avec les directives et avec les normes internationales plutôt la technique de l'interprétation conforme, qui lui permet qui ne lui permet pas d'évincer une loi qui serait contraire au droit de l'Union européenne, mais qui lui permet, en matière d'heures supplémentaires, en matière de liberté religieuse, on a eu une salve d'arrêt en matière de liberté religieuse en 2021-2022 sur le port de la barbe, sur la mutation disciplinaire d'un salarié qui était au sein dont le marché de propreté avait été repris et qui refusait de se rendre et de travailler tel ou tel jour. La Cour de cassation met en œuvre les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, de Luxembourg, et elle le motive comme tel. Donc je ne vais pas faire ici vous connaissez très bien ces décisions. C'est l'un des points sur lequel il faut effectivement, si vous pouvez mettre du droit de l'Union européenne dans vos dossiers, ça nous arrange pour les porter devant la Cour de cassation. À côté de ça, et j'en terminerai par là, vous avez tout un mouvement et c'est pour ça que la question du préjudice nécessaire est assez éloquente à cet égard et peut servir de point d'ancrage à ce qui peut être le ferment des évolutions et perspectives à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Elle est aussi orientée droits fondamentaux.
droits fondamentaux, donc pas seulement droits de l'Union européenne, mais Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez tout un corpus de jurisprudence que vous connaissez parfaitement sur le droit à la preuve. Alors j'ai eu la chance de pouvoir instruire un certain nombre de ces dossiers sur désormais, il n'y a plus de preuves déloyales et de preuves qui soient évincées par principe. On applique le principe de proportionnalité. L'employeur comme le salarié, d'ailleurs, ont un droit à la preuve qu'il faut concilier avec le droit à la vie privée du salarié. Et on applique le principe de proportionnalité. Si telle pièce, bien qu'ayant été recueillie de façon illicite, est nécessaire à l'établissement des droits, le juge du fond est tenu, doit en tenir compte. Et ça, c'est sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Là encore, la Cour de cassation, et c'est une innovation de ces dernières années, cite les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans ses propres décisions. Alors, sur le préjudice nécessaire, effectivement, c'est là-dessus que je voulais finir. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Sur le préjudice de manière générale, moi, j'ai tendance à penser... Je suis rentré dans la profession en considérant que le préjudice, c'était une matière souveraine par excellence. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur du préjudice corporel, où je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout souverain, en réalité, qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Et je pense que sur les préjudices nécessaires, effectivement, le doyen Huglot l'a dit d'ailleurs au cours d'un colloque, il y a un groupe de travail qui est mis en place par la Cour de cassation pour déterminer les cas dans lesquels il faut faire exception à l'abandon du préjudice nécessaire, à ce retour du droit commun, puisque, et je pense que c'est ça la clé, le préjudice en matière de droit social, on sait tous qu'il a une fonction réparatrice, mais aussi une fonction sanctionnatrice. Et je pense que là, il y a aussi, on va avoir, je vous annonce, une audience thématique sur le préjudice nécessaire dans les prochains mois. Oui, à mon avis. C'est intéressant. Perspective. C'est intéressant, mais on l'avait envisagé. Je pense que nous, à Grenoble, on avait eu un débat là-dessus. On se disait, est-ce que ça tiendrait? Alors, comme vous nous l'annoncez, on va attendre avec impatience ce que va dire la Cour de cassation, mais moi, j'avais parié que c'était pas possible, que ça ne tiendrait pas longtemps, mais je ferai avec mes confrères si j'avais raison ou tort.